Salut à tous, bienvenue sur Suplex MMA. Aujourd'hui, on va passer en revue le dernier UFC de l'année, qui était l'UFC Fight Night Strickland contre Cannonier. Alors, comme premier combat, on a eu Cody Brundage contre Michal Oleksiejczuk. Et comme je l'avais anticipé, Cody Brundage a essayé lui d'amener le combat au sol, alors que Oleksiejczuk essayait par ses déplacements de rester debout pour essayer de striker avec l'américain. Il s'avère que très tôt dans le premier round, Cody Brundage arrive à amener Oleksiejczuk au sol. Il commence à travailler un petit peu en ground and pound et essaie de contrôler un peu le polonais. Très vite, Oleksiejczuk parvient à retourner la situation et arrive à se mettre dans la garde de Cody Brundage. Donc il arrive à le retourner pour se retrouver au-dessus. Et là, c'est lui qui commence à travailler en ground and pound avec de magnifiques coudes, des très beaux coups au corps notamment. C'est quelque chose qu'on voit rarement, mais qui a été très efficace là contre Brundage. Et donc Michal qui travaille en ground and pound et qui parvient à finir son adversaire au bout de 3 minutes 16 dans le premier round par KO technique, qui arrive à se relever, à dégager les pieds, donc à passer la garde, à dégager les pieds de Cody Brundage. Et il lui tombe dessus avec un hammer fist, donc un coup de poing en descendant. Et c'est là qu'il arrive à mettre Cody Brundage TKO, donc un KO technique, sur une belle séquence. Ça m'a vraiment surpris, je pensais que Oleksiejczuk parviendrait à gagner en effet, mais pas de cette manière. Moi je pensais plus qu'il allait réussir à gérer les 3 rounds à distance et à se déplacer, parce qu'il y a de très bons déplacements. Mais là, apparemment, de toute évidence, il a réussi à l'emporter au sol par KO technique sur une séquence de ground and pound. Donc agréablement surpris par Oleksiejczuk et j'ai hâte de voir la suite pour lui. C'est un combattant qui mérite de monter. Voilà. Donc évidemment on vous tiendra au courant comme toujours de sa progression. Donc en deuxième combat on a eu un combat très intéressant qui était le combat de Drew Dober contre Bobby Green. Déjà sur le papier c'était un combat qui moi personnellement qui m'intéressait beaucoup puisqu'on on a plus ou moins 2 vétérans, les deux sont dans le MMA depuis longtemps, en tout cas dans les sports de combat depuis longtemps et à l'UFC aussi depuis longtemps. Donc d'un côté on avait Bobby Green qui a une boxe très atypique, qui boxe avec les mains basses, qui a un très bon jeu de buste, qui est difficile à toucher au niveau de la tête et qui est très rapide. Vraiment on l'a vu dans cette soirée-là, dans cette nuit-là, que Bobby Green arrivait toujours à être beaucoup plus rapide que Drew Dober, ce qui fait que Dober avait du mal à le contrer et devait avancer vers Bobby Green. Drew Dober de son côté, lui c'est quelqu'un de très puissant, avec un très bon Muay Thai, très technique. Il est aussi connu pour ses coups au corps. Dans ses 3 derniers combats, là, du coup, en comptant aussi celui contre Bobby Green, on a vu que c'est quelqu'un qui travaille très bien au corps, qui arrive à user les combattants adverses par des frappes pour jouer sur l'attrition, donc le fait de fatiguer son adversaire. Et donc là, ce soir-là, Drew Dober, dans le premier round, a été mis très en difficulté par le style de Bobby Green, qui est un style vraiment dur à gérer. Bobby Green très évasif, qui reculait, qui arrivait à tourner autour de Dober, qui lui mettait la pression, puisque Drew Dober, lui, sa tactique, ce qu'il a réussi à mettre en place dans le deuxième round, c'est d'avancer, d'accepter de prendre des coups, puisque de toute façon il était moins rapide que son adversaire. Donc avancer, accepter de prendre des coups, mais essayer d'en remettre des beaucoup plus puissants. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire dans le deuxième round. À un moment, il presse Bobby Green contre la cage, et lorsque Bobby Green est dos à la cage, il n'a plus que 2 portes de sortie, donc c'est soit sur la droite, soit sur la gauche, puisque devant il a son adversaire et derrière il a la cage. Donc c'est dans ces genres de moments-là que l'adversaire le plus puissant peut réussir à attraper l'adversaire le plus évasif. Et là c'est ce qu'a fait Drew Dober, il a fait parfaitement, il s'est pris des coups, il a mis un KO sur un enchaînement avec un crochet gauche, et juste avant de mettre son KO, en fait, il a pris plusieurs coups, mais on l'a vu qu'il était déterminé à envoyer son crochet gauche. Il a réussi à toucher Bobby Green sur le haut du crâne, et à partir du moment où il a touché avec un crochet très puissant, on l'a vu, Drew Dober vraiment pour la catégorie, il est massif, il est petit mais il est massif, il est très trapu, et on voit qu'il génère énormément de puissance sur ses crochets gauche. Donc il a réussi à toucher Bobby Green qui est tombé directement, l'arbitre qui était Keith Peterson, il me semble que c'était Keith Peterson, a directement arrêté le combat parce que là Bobby Green était carrément éteint. Voilà, donc un combat que j'ai apprécié, comme à chaque fois que Bobby Green ou Drew Dober combat. Donc lorsque les deux s'affrontent, ça a été quelque chose de joli en tout cas. Un très beau premier round et un deuxième round aussi intéressant. Juste après ça, du coup, on a eu le combat de Alex Caceres contre Julian Erosa, qui malheureusement s'est fini vite. Je dis malheureusement parce que le combat, en tout cas, partait très bien dans le premier round, puisque le combat s'est fini au premier round. Donc, en tout cas, le premier round était très joli. Alex Caceres a réussi à bien travailler avec des kicks, il a réussi à tenir Julian Erosa à distance, et lorsque Julian Erosa avançait, il arrivait à être bien évasif, à partir du bon côté et à esquiver les coups, notamment les crochets gauche de Julian Erosa. Il me semble que c'était le crochet gauche, mais des fois Julian Erosa avançait, faisait un pas en avant et envoyait un crochet. Alex Caceres ne s'est pas fait attraper, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que ça avait l'air d'être des coups assez puissants. Mais Alex Caceres a très bien travaillé, très bien géré à distance, et il a réussi au premier round à 3 minutes 4, il a réussi à envoyer un jab, ou en tout cas une feinte de jab, et à envoyer juste derrière le high kick gauche, qui a touché Julian Erosa en plein dans la tête, et Julian Erosa qui est tombé directement. On l'a vu, il était plus lucide du tout, il est tombé sur le dos, et Alex Caceres
est venu, a mis 2 frappes et l'arbitre a arrêté le combat. Donc je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de combats parce que moi vraiment c'est un combat qui m'intéressait beaucoup entre deux bons strikers avec des styles un petit peu similaires. Hein. Ils travaillent ils travaillent pas mal en volume, ils sont assez grands, ils ont des assez grands segments. Donc je pense que ça aurait pu être un combat beaucoup plus intéressant si le combat était allé jusqu'à la fin. Mais en tout cas, très grosse performance d'Alex Caceres. C'est plutôt cool pour lui, voilà. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, quand il va monter dans la catégorie featherweight. Je sais pas qui sera son prochain adversaire, mais en tout cas voilà, ça promet pour lui, comme pour les combats précédents. Évidemment, on vous tiendra au courant de son évolution et de son prochain combat. On en vient donc naturellement au combat de Amir Albazi contre Alessandro Costa, combat qui s'est fini au 3ème round par KO au bout de 2 minutes 13, hein, le KO en la faveur d'Amir Albazi, qui est rentré sur un uppercut et qui a réussi à toucher Alessandro Costa, qui l'a envoyé au sol, et après qui a pu le finir en ground and pound. C'était un combat qui m'a surpris. Moi j'aurais parié sur la victoire d'Alessandro Costa, justement je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant. Je vous avais dit que je voyais plus Alessandro Costa gagner par sa puissance et une boxe qui, à mes yeux, semblait meilleure que celle d'Albazi, et de toute évidence je me suis trompé, puisque même au 2ème round, Amir Albazi a réussi à envoyer au sol Alessandro Costa. Donc c'était un beau combat, très dynamique, hein, puisque de toute façon ce sont des poids mouches, hein, les flyweight, la catégorie la plus légère. Donc les deux hommes étaient très mobiles, très rapides, avec une bonne endurance évidemment. Les flyweight, je pense que c'est un peu une catégorie que je dirais un petit peu sous-cotée, dans la mesure où on a de très bons combattants, avec de très bons combats, et surtout des aptitudes physiques assez impressionnantes. Hein. On voit de plus en plus des combattants qui arrivent à mettre des gros KO en poids mouche, et qui en plus de ça sont très rapides et se déplacent très bien. Ce que je n'avais pas prévu non plus, c'est que la lutte d'Amir Albazi allait être aussi déterminante. Je dis aussi déterminante, même si le combat s'est fini par un KO au 3ème round, parce que on a vu que sur certains bons timings, Albazi arrivait à amener au sol Costa. Et là, Costa, une fois qu'il était sur le dos, il avait un peu du mal. Il avait du mal à défendre. Hein. Pourtant, il a un sol qui est pas mauvais du tout. Mais il n'a pas vraiment réussi à empêcher Albazi d'installer son jeu. Costa a réussi quand même à avoir une bonne défense dans les premiers rounds. Dans le premier round, il me semble qu'il a réussi à stopper tous les takedowns. Je crois pas qu'il soit fait mettre au sol par Albazi, mais c'est justement sur des bons timings, hein, sur des frappes de Costa, que Amir arrive à rentrer dans les jambes de son adversaire et à l'amener au sol. Un KO très impressionnant, je vous invite à aller le voir, vraiment un beau KO là sur un bel uppercut qui touche parfaitement, sa cible et il envoie Costa au sol, et après voilà, Costa se fait finir. Donc voilà, donc on vous tiendra aussi au courant de l'évolution de ces deux poids mouches. Je pense que Albazi va bien monter, et je pense que prochainement il aura un combat intéressant contre quelqu'un qui est bien classé dans la catégorie. On en vient donc au combat co-principal de la soirée, qui était le combat d'Arman Tsarukyan contre Damir Ismagulov, un combat en 3 rounds. Malheureusement on aurait bien aimé en voir 5. Ça a été un beau combat, mais une victoire de Arman Tsarukyan à l'issue des 3 rounds par décision unanime, 30-27. Donc les 3 juges lui ont donné les 3 rounds, et aucun pour Damir Ismagulov. Ça a été un combat tout en contrôle pour Arman Tsarukyan, qui a su parfaitement mixer la lutte et le striking, vraiment très impressionnant. Mais bon, c'est comme les combats précédents, hein, maintenant c'est plus vraiment surprenant, on sait de quel bois il est fait. Donc pour lui c'est vraiment prometteur. J'ai hâte de voir son prochain combat. J'ai vu qu'il avait call out, donc il avait demandé un combat contre Chandler puisqu'il n'a pas de combat, ou alors contre Oliveira puisqu'il n'a pas non plus, il n'est pas encore booké, hein, il n'a pas encore de combat de prévu. Ça pourrait être des combats très intéressants. Je pense que Tsarukyan mérite largement ses combats. Il a dominé absolument tous ses adversaires, hormis Mateusz Gamrot dernièrement, dans un combat très serré. Hein. Comme je l'avais dit aussi lors de notre top 5 des combats de l'année, une décision cohérente aurait pu être aussi la victoire d'Arman Tsarukyan. Ça ne m'aurait pas choqué non plus. Donc voilà, on voit que c'est un combattant très très complet, très très dangereux, qui à mon avis hein, est un futur champion. Mais Damir Ismagulov ne s'est pas non plus fait dominer sur 3 rounds. Il a montré que c'est un très bon striker déjà. On a vu qu'il fait en striking, il fait quand même très peu d'erreurs, c'est incroyable. En plus il est grand, donc il avait l'avantage d'allonge, c'était à son avantage, mais Tsarukyan voilà, a su mettre la pression et il a été meilleur que Ismagulov. Mais voilà, le Kazakh qui avait quand même une très bonne défense de lutte, il se faisait amener au sol, des fois il se faisait amener au sol, sur le nombre de takedowns que Tsarukyan a essayé, pardon. Il a réussi à en défendre quelques-uns, mais il s'est aussi fait amener au sol. Mais derrière, il avait toujours une réponse, il arrivait à se relever. Il a essayé de travailler sur des coups de genoux pour essayer de contrer Arman Tsarukyan. Et Tsarukyan, en fait, timait très bien les takedowns sur les crochets gauche de Damir Ismagulov. Donc Damir qui essayait d'envoyer des crochets gauche pour attraper Tsarukyan qui mettait la pression, donc qui avançait. C'est une bonne stratégie pour essayer de mettre des dégâts à quelqu'un qui avance beaucoup, c'est d'envoyer le crochet gauche pour essayer de le contrer.
Mais Tsarukyan, lui, était très alerte là-dessus et arrivait à foncer dans les jambes pour essayer d'amener Ismagulov au sol. Voilà, donc moi personnellement, ça a été mon combat préféré de la soirée, parce que on a pu voir d'un côté un style parfaitement complet de la part d'Arman Tsarukyan, et de l'autre, on a pu voir une très bonne défense de takedown de Damir Ismagulov, mais aussi un bon striking. Donc vraiment, pour les deux, j'ai hâte de voir la suite, surtout pour Tsarukyan, hein, maintenant il commence à monter dangereusement dans la catégorie, et je pense que là, prochainement, il prend un membre du top 5. Et s'il parvient à gagner contre un membre du top 5, après, à mon avis, ce sera le combat pour le titre, hein. Et pourtant, il n'a pas un parcours, il n'a pas une carrière vraiment facile, hein, comparé à d'autres combattants. On peut penser à Paddy Pimblett par exemple. Arman Tsarukyan, lui, ça fait plus longtemps qu'il est là, et pourtant il n'a pas encore autant la lumière sur lui que Paddy Pimblett. Mais il a affronté vraiment des combattants très dangereux, dont Mateusz Gamrot, Islam Makhachev. Donc, vraiment gros respect à Arman Tsarukyan qui parviendra à monter dans la catégorie sans souci. Et pour Damir Ismagulov, j'ai aussi hâte de voir la suite. Je pense qu'il peut encore monter, à mon avis, s'il continue de prendre de l'expérience, de s'entraîner et tout ça. À mon avis, il montera, c'est presque une évidence. Et il peut faire de très beaux combats contre des membres du top 10 ou même voir des membres du top 5 si jamais il parvient à monter encore. Et donc le dernier combat de l'année, les 5 derniers rounds de l'année 2022, était entre Jared Cannonier et Sean Strickland. Donc ce combat s'est soldé par une victoire par décision par Jared Cannonier. Une décision encore une fois controversée, c'est quand même un peu pénible là, ça fait quelques décisions un peu étranges d'affilée. Donc la victoire qui revient à Jared Cannonier, c'est pas forcément ce que je remets en doute, mais il y a deux arbitres qui ont donné, deux juges pardon, il y a deux juges qui ont donné la victoire à Cannonier 49-46 en sa faveur, et un juge qui a donné la victoire à Strickland 49-46. Donc c'est quand même assez problématique dans la mesure où on a l'impression que les juges ne savent pas trop comment scorer les rounds. Certains vont juger peut-être les dégâts significatifs qui ont été mis dans un round par un combattant, alors que d'autres vont peut-être juger d'abord le nombre de coups envoyés. Enfin, on ne sait pas trop. Il y a un peu un flou là-dessus, alors que pourtant les règles sont censées être claires. C'est celui qui met le plus de dégâts dans le round qui l'emporte. Et voilà, on arrive à avoir des décisions comme ça. C'est un peu agaçant, c'est assez pénible. Et voilà, tout de même, ça a été un beau combat en pied-point, avec une très bonne anglaise de la part de Sean Strickland et de bons déplacements de la part de Jared Cannonier, qui travaille aussi beaucoup avec des low kicks qui ont mis à mal un petit peu le style de Sean Strickland, puisque Strickland repose énormément son jeu sur des jabs. Il envoie beaucoup de jabs, pas mal touché Cannonier avec ses jabs, mais donc forcément on est beaucoup plus susceptible d'être contré sur la jambe avant au niveau des low kicks, ce que Cannonier a fait parfaitement. Donc ça a été un bon game plan de la part de Jared, qui mettait la pression aussi, hein. Il avançait pas mal, il avançait beaucoup, il cherchait à envoyer des gros coups, des grosses frappes, et Sean Strickland a été très prévoyant là-dessus, et a bien bougé son buste, a bien reculé quand il fallait reculer, ne s'est pas laissé presser contre la cage trop souvent, et les fois où c'est arrivé, c'est là qu'on a vu Cannonier toucher quand même plus sérieusement Sean Strickland. Et de son côté, Sean Strickland a quand même eu un beau combat, même s'il a perdu, hein. Moi, en tout cas, j'aurais quand même donné la victoire à Jared Cannonier. J'aurais donné 2 rounds à Sean Strickland et pas qu'un seul. Enfin voilà, je me suis exprimé là-dessus, mais ça a été un beau combat quand même de la part de Strickland, qui a montré une très bonne boxe anglaise. Dans le dernier round, il a vraiment bien touché, il a commencé à accélérer un petit peu, il a bien touché, et puis c'est impressionnant de voir la gestion de la distance de sa part, parce qu'apparemment il fait que des sparring avec les petits gants, donc avec les gants de MMA, donc c'est du 4 OZ, hein, à titre indicatif, il me semble que c'est du 4, alors que certains combattants font des sparring avec des gants de boxe à 14 ou 16 OZ, donc c'est 4 fois plus pour certains au niveau de la protection. Donc ça montre un peu que Sean Strickland est un guerrier, vraiment, même à l'entraînement, il est là pour se la donner. Et voilà, mais ça paye quand même dans les combats, hein. Une bonne gestion, enfin ça paye, il n'a pas gagné, mais en tout cas il a très bien géré la distance contre Jared Cannonier. Il s'est pas fait toucher si gravement que ça, alors que pourtant Cannonier était vraiment, ce soir-là il était en forme, hein. Vraiment il était assez explosif, puissant, et il arrivait à avoir un bon timing, mais Strickland ne s'est pas fait avoir. Autre fait remarquable, hein, la ténacité de Sean Strickland, qui malgré les énormes low kicks de Jared Cannonier, Jared Cannonier envoyait beaucoup de puissance dans ses low kicks, et malgré tout Sean Strickland a réussi à continuer à bien boxer, à continuer à envoyer des jolis combos. Voilà, on l'a senti quand même qu'il était un petit peu handicapé à certains moments par cette jambe avant qui commençait à flancher un petit peu, mais il n'a pas abandonné, il allait jusqu'au bout, jusqu'à la fin du combat pendant 25 minutes contre Jared Cannonier, qui est quand même un adversaire assez impressionnant, hein. Déjà par son gabarit il fait un peu peur, hein. Et pourtant Strickland était quand même assez serein, on le voyait assez serein, assez détendu. Un combat
beau à voir, hein. On va voir ce que sera la suite pour Jared Cannonier qui a déjà eu sa chance pour le titre et qui a perdu contre Israël Adesanya. Bon, maintenant le champion a changé, donc peut-être qu'il pourrait avoir sa chance, hein, je sais pas vraiment. Et de l'autre côté, on a voilà, donc Sean Strickland qui lui devra peut-être prendre peut-être Duplessis pour essayer de se relancer et Duplessis pour essayer de monter. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. On a passé en revue le dernier UFC de l'année, de l'année 2022. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.